Bonsoir Boris Cyrulnik. Vous êtes l'auteur des âmes blessées, deuxième tome de vos mémoires qui s'apparente à une histoire de la psychiatrie. Mais on a envie de vous entendre, vous le spécialiste de la résilience, sur le moyen de se remettre d'un attentat tel que celui qu'a vécu Ris. Est-ce qu'il faut parler d'abord? Oui, la mauvaise solution, c'est de rester seul. L'autre mauvaise solution, c'est de ne parler que de ça. Ouais. Et entre les deux, il y a un moment du déni, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'on soit sécurisé avant toute parole. C'est-à-dire, on souffle, on se reprend comme on peut, et ensuite on parle quand il y a quelqu'un qui nous met en confiance. Il ne s'agit pas forcément de parler en public, mais il s'agit d'abord de parler avec quelqu'un qui nous met en confiance. Et puis ensuite, on se resocialise et la vie revient. Mais la vie ne revient pas quand on est seul ou quand on est prisonnier du passé. On a reçu ici des confrères, Laurent Léger, Éric Porteau, ils nous disaient qu'ils avaient besoin d'en parler. C'est un peu votre cas aussi ou Mais je dirais que depuis 15 jours, on n'arrête pas d'en parler. Enfin, on nous demande, chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me demande d'en parler, alors j'en parle. Et vous avez ce besoin ou pas forcément? Au contraire, ça peut vous agacer? Ça dépend pour dire quoi, en fait. C'est pas tellement d'en parler, c'est comment en parler et pour dire quoi. Si c'est juste pour bavarder, non. Si c'est pour essayer de réfléchir, oui. Voilà. En fait, votre envie, c'est pas d'en parler, c'est de dessiner ce qui vous manque. Un peu, ouais. Et vous êtes suivi aussi par un psychologue comme tout le monde? On nous a proposé une assistance psychologique que j'ai acceptée et qui effectivement est salutaire puisqu'elle permet en tous les cas de ne pas se tromper de voie, en fait. Elle permet de nous aiguiller là, oui, d'éviter les mauvais choix. C'est pas parler pour parler, c'est parler pour réfléchir, ou remanier. C'est-à-dire, c'est parler pour faire une autre représentation de ce qui nous est arrivé, un dessin, un roman, un témoignage. C'est pas parler pour faire des mots. C'est parler à quelqu'un à qui on fait confiance pour faire une représentation de ce qui nous est arrivé. Donc, on n'est pas obligé de parler. On a parfois entendu une sorte de culpabilité parmi les survivants. On a entendu l'avocat Richard Malka dire « D'habitude, mon rôle, c'est de les protéger. Là, je ne les ai pas protégés. » On a entendu aussi Patrick Pelloux dire « Je ne les ai pas sauvés. » Est-ce que c'est normal, ce sentiment-là? C'est la règle même. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qu'on aime disparaît, inévitablement, on se dit « Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire ?» On se remet en cause parce qu'on est lié à ces gens qui sont disparus. Donc on est toujours impliqué dans leur tragédie et on se demande ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a trop fait. Vous avez ressenti ça aussi? Vous qui êtes une victime également de l'attaque malgré tout. Je ne sais pas trop ce que j'aurais pu faire. C'est des questions qui sont tellement énormes. C'est peut-être trop tôt aussi. C'est peut-être un peu tôt aussi, oui. Ça prend beaucoup de temps de revenir de ce genre de... Non, ça dépend des gens. Il y a des gens après un trauma. Alors ça dépend aussi du trauma. Par exemple, après un tremblement de terre où il n'y a pas de relation humaine, les gens pardonnent très vite et se remettent très vite à parler et à se remettre à vivre. Là, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, c'est pas la nature qui nous a agressés. C'est d'autres hommes. Donc, c'est-à-dire que c'est bien plus dur que si c'était la nature. On pardonne plus facilement à la nature parce que les êtres humains avaient l'intention de nous détruire. Alors ça, c'est plus difficile à digérer. On parlait la semaine dernière de l'augmentation dans la vente de tranquillisants à Paris et dans la région parisienne. Je crois une augmentation assez vertigineuse dans les jours qui ont suivi l'attentat. Est-ce que ça signifie qu'il y a aussi un traumatisme collectif? Forcément. D'ailleurs, on a réagi de manière très digne, mais c'est un trauma collectif, c'est-à-dire que... Et puis ça ne dépend pas que du blessé, ça dépend de la manière aussi dont la collectivité va parler de ce qui est arrivé aux blessés. Il y a des blessés qu'on fait taire. « Oh, c'est rien tout ça, tu l'as bien cherché ». Ça, c'est des phrases qu'on a eu à entendre. Donc ça, c'est un trauma qui s'ajoute au trauma. On est blessé deux fois. Là, ça devient difficile. Si en revanche, on est entouré par des gens qui disent « moi aussi, je partageais ta souffrance », comme dans un deuil, hein, je partage ta souffrance, je sais ce que tu éprouves », à ce moment-là, on se sent moins seul, on se sent soutenu. Et les deux mots-clés pour se remettre à vivre, c'est le soutien et le sens. Le soutien, il faut que j'ai autour de moi quelqu'un qui me sécurise, mais pas forcément pour parler, qui me sécurise. Alors ça peut être une tasse de café, ça peut être une bêtise de la vie quotidienne, mais sa présence me sécurise. Et ensuite, plus tard,
à mon rythme. Il faudra que je cherche à comprendre ce qui m'est arrivé, et dans ce cas-là, je vais avoir à entendre ce qu'on dit de ce qui m'est arrivé. Il a bien cherché, c'est bien fait pour lui, ça va pas m'aider à m'en remettre. Au contraire, là, ça va peut-être me provoquer, ça risque de provoquer un désir de revanche, donc une spirale de guerre. Ou au contraire, si on dit il faut comprendre ce qui s'est passé pour que ça ne revienne plus, c'est que si ça s'est passé, c'est que quelque chose a été déréglé forcément. Si on arrive à donner sens à ce qui nous est arrivé, alors là, on pourra se remettre à vivre. Dans votre livre, vous revenez sur votre traumatisme, à vous, c'est la déportation et la perte de vos parents lorsque vous aviez 6 ans, et vous expliquez que très tôt, à 11 ans, vous l'avez retrouvé dans des rédactions, vous vouliez être psychiatre pour comprendre le nazisme. On fait en ce moment souvent un parallèle entre nazisme et islamisme. Est-ce qu'il a lieu d'être, ce parallèle? Alors, on m'a reproché ce parallèle, et pourtant, je pense qu'il est à faire. C'est-à-dire qu'on voit se mettre en place un langage totalitaire. Avant de passer à l'acte, il y a toute une préparation par la parole. Et c'est des mots qui sont des mots de la vie quotidienne. Par exemple, quand on n'accepte pas l'autre, on emploie le mot mécréant, ce qui implique que je suis le seul à avoir la bonne croyance. Donc si l'autre meurt, c'est pas grave. Ensuite, on se prépare encore mieux en parlant d'insultes. Alors là, on commence à préparer le passage à l'acte. Qui m'a insulté, je ne vais pas me laisser insulter. Et le troisième mot, celui qui prépare l'assassinat, c'est blasphème. C'est-à-dire que quand on prononce le mot blasphème, c'est que l'arme et le passage à l'acte n'est pas loin. Or, le blasphème est étonnamment différent selon les cultures, et dans notre propre culture, le blasphème change étonnamment. Par exemple, le chevalier de la Barre devait, comme tout le monde, devait se décoiffer quand passait une procession religieuse. Et une procession est passée, il a dit, mais si vous êtes catholique, je vous laisse croire, mais moi je suis sans Dieu, donc je n'ai pas pensé à enlever mon chapeau. Il a été arrêté, c'est un blasphème. À l'époque de Voltaire, c'était considéré, ça méritait la torture et la mort. Il a donc été arrêté, on lui a arraché la langue, et alors les archives disent que, ou bien on l'a décapité, ou bien on lui a arraché les membres avec 4 chevaux, peu importe. Le blasphème aujourd'hui, plus personne n'y pense. Donc c'est un mot qui prépare à l'assassinat. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Vous restez avec nous, on va accueillir Maxime Switek pour le 5 sur 5.